Voici la plus dure et la plus performante des courses automobiles du monde, la Formule 1. Et voici sans doute la voiture de course la plus rapide que le monde ait jamais connue. La voiture a été conçue, construite et elle est pilotée par des membres de l'équipe la plus glorieuse de l'histoire de la course automobile. Et l'équipe McLaren, devenue l'équipe Honda Marlboro McLaren, a remporté 6 fois les championnats du monde des conducteurs et 4 fois les championnats du monde des constructeurs. Au début de la saison 1989, elle avait gagné 70 courses. Et l'un de ses pilotes, Alain Prost, a gagné 2 championnats du monde et plus de courses que n'importe quel autre coureur de toute l'histoire des Grands Prix. L'autre pilote, Ayrton Senna, a gagné un championnat du monde et détient le nombre le plus élevé de records du Tour réalisés pendant les qualifications. La chance n'a rien à voir avec n'importe lequel de ses succès. Les pilotes, par exemple, sont des hommes aussi intelligents que réfléchis. Ayrton Senna, âgé de 30 ans, est un Brésilien diplômé d'université. C'est un homme au sommet de sa gloire, conscient des dangers qui jalonnent son métier. Quand vous conduisez, vous prenez des risques. Il n'y a pas de différence. Bien sûr, certains conducteurs ont des accidents dès qu'ils conduisent parce qu'ils conduisent mal. Ils prennent les mauvais risques. Donc, quand vous conduisez, vous prenez des risques et vous devez les évaluer. Alain Prost est plus âgé. Il est au sommet depuis longtemps. Et pour lui, la question se pose de continuer ou non à risquer sa vie. Et voici ce qu'il répond à nos confrères américains. Le problème, c'est que je réussis très bien en Formule 1. Si ce n'était pas le cas, je pourrais facilement arrêter et faire autre chose. J'ai accompli beaucoup de choses en course automobile et je pense que je n'ai plus rien à prouver. Ce serait facile d'arrêter, mais à cause de mon succès, c'est plus difficile. J'ai une voiture fantastique, une équipe formidable. Ce n'est pas facile de décider d'arrêter dans ces conditions. Lorsque vous débutez, vous rêvez d'appartenir à une équipe comme celle de Marlboro McLaren Honda. C'est la meilleure équipe que l'on puisse avoir. Et elle sera peut-être encore la meilleure pendant 20 ou 30 ans. C'est difficile de penser à s'arrêter. Ron Dennis, véritable gourou de l'équipe, est le seul qui n'ait pas été touché par la vague de changement qui a soufflé sur l'ensemble de l'équipe. Des voitures aux pilotes, en passant par les dessinateurs. Il est sans aucun doute le stratège le plus couronné de succès de toute l'histoire de la Formule 1, ce qui ne l'empêche pas de rester simple. C'est vraiment la satisfaction d'obtenir un bon résultat, pas celle d'être bon soi-même, ce serait un peu trop égoïste. Ça veut dire impliquer tout le monde dans une décision tout en essayant d'en être l'élément visionnaire. Ensuite, au bout d'un an ou deux, ça porte ses fruits. C'est une belle sensation. Le bleu paisible du ciel d'Arizona contraste avec le chaos que représentent plusieurs centaines de tonnes d'équipements de Formule 1. Et c'est aujourd'hui le premier jour de ce que toutes les équipes de Formule 1 considèrent comme une épreuve de 3 jours. La course commencera dans 53 heures. Les participants ont donc 2 jours pour se préparer et obtenir la meilleure place possible sur la ligne de départ. Durant les week-ends de course, les pilotes les plus célèbres ne jouissent d'aucun traitement spécial, à moins que de se faire nettoyer son casque, n'en soit un. Pour leurs fans, ils sont des héros, mais ici, ils redeviennent de simples membres d'une équipe. Bien sûr, c'est tout de même eux qui prennent les risques. La pression est grande tout le temps. Ça commence le jeudi, quand on vient sur le circuit pour vérifier si tout va bien, si tout correspond aux derniers ajustements. Le vendredi, la pression est là du matin au soir. Samedi, c'est pareil. Et dimanche, c'est le summum avec la course. La tension la plus forte, je la ressens la veille des premiers essais. Parce que je suis toujours un peu anxieux. Je ne sais pas ce qui va se passer.
Si je vais rentrer dans la course ou si je vais me sentir coincé dans mon siège. Je réfléchis un peu trop la veille des essais. Et lorsque le week-end de la course arrive, la pression est à peu près la même. À l'approche du dimanche, c'est pareil. Neil Oakley est le responsable des courses pour l'année 1989. À chaque course, vous êtes chargé de ramener du nouveau matériel. Vous avez toujours un tas de pièces à emporter en dernière minute dans l'avion. Il y a donc une certaine pression durant les jours qui précèdent notre départ pour la course. Tout comme vous et moi, les pilotes ont besoin de régler leur rétroviseur parfaitement. Et Senna peut-être plus que les autres, car le peloton est généralement derrière lui. La ville de Phoenix, dans l'Arizona. Autour des immeubles, le circuit routier se met en place. Et la température est éprouvante, 40 degrés à l'ombre. C'est la première fois qu'une course de Formule 1 a lieu dans cette ville. L'une des informations les plus importantes pour l'équipe est de savoir quel doit être le bon étagement des vitesses. Généralement, la voiture garde au départ l'étagement correspondant à la dernière course. Mais Phoenix est un circuit nouveau pour tout le monde. Dans un cas pareil, l'étagement de la boîte de vitesse est calculé par ordinateur. Après avoir effectué quelques tours, le pilote retrouve son équipe et l'informe des changements qu'il juge nécessaires concernant chacune des vitesses. Les décisions que vous prenez durant le samedi ou le vendredi concernant le choix des pneumatiques, le rapport de vitesse, tout un tas de mises au point, vous ne devez pas vous tromper en les prenant. Dans certains cas, lorsque l'on n'est pas sûr, il faut faire très attention aux mauvais jugements et se méfier des grosses erreurs. Sinon, c'est vous qui payez pendant la course. Je trouve que faire tout cela est beaucoup plus dur que piloter. Le choix des pneus est l'une des décisions les plus importantes que le pilote ait à prendre. Les pneus de compétition coûtent plusieurs milliers de francs chacun et ne durent que quelques centaines de kilomètres. Ils sont faits d'une gomme composite très spéciale qui adhère de plus en plus en chauffant. Stockés en température froide, ils sont ensuite mis dans un sac chauffant dont ils ressortiront pour être directement montés sur la voiture. Ils seront ainsi à leur meilleure température d'utilisation dès le départ, c'est-à-dire à peu près à 45 degrés. Il existe une très grande variété de pneus. Le plus important est de savoir quel type de gomme utiliser. Nous en avons deux. La décision sera prise non pas en fonction de la température, mais de la vitesse. Cela après 10 ou 15 tours. Si le pilote choisit un mauvais pneu et si la décision finale lui revient, alors la course entière peut en être affectée. Hélas, personne ne peut absolument être sûr du bon choix avant le 50e tour, ce qui est un peu tard. Très sensibles à ce problème, les pilotes discutent continuellement de pneus, de gomme et de niveau d'adhérence. Évidemment, les essais ont un aspect répétitif. Le pilote essaye la voiture. Il retrouve ensuite son équipe et lui fait part de ses impressions. De petites modifications ont lieu. Le pilote repart. Cette phase de la préparation est épuisante. Mais lors de la course, le pilote restera 2 heures au volant. À l'intérieur de sa combinaison anti-feu, la température sera sensiblement la même que celle de l'air ambiant. Et dans les virages, comme durant les freinages, il subira les assauts répétés de la force de gravité. Il n'y a rien à faire contre elle. Vous pouvez parfois mettre une bande derrière vos épaules et ensuite la rendre solidaire de votre casque. Dans ce cas, effectivement, vous ne partez pas trop loin. Les muscles du cou sont très puissants. Regardez mon cou, il est très gros. Et pourtant, je n'ai jamais fait d'exercice pour le cou. C'est seulement le fait de courir. Ce qui se passe, c'est qu'après quelques tours, les muscles ne sont plus efficaces et votre tête se balade de plus en plus jusqu'au moment où il faut s'arrêter. C'est très fréquent. Quand j'ai débuté en Formule 1, je ne voyais pas beaucoup de pilotes s'entraîner physiquement. Et maintenant, les gens s'entraînent beaucoup. C'est une obligation. Non seulement à cause des compétitions, mais aussi parce que notre rythme de vie l'impose.
Les nombreux voyages, les tests qui ont lieu presque toutes les semaines représentent un dur travail. C'est physiquement très éprouvant. À la fin du premier jour d'essai, alors qu'il reste 49 heures avant le départ, les voitures de l'équipe n'ont pas été les plus rapides. Nous n'avons pas été premiers ni seconds, mais il s'agit bien plus d'obtenir une bonne moyenne sur l'ensemble des tours de qualification. Ce que les pilotes ne font jamais. Le départ et l'arrivée risquent d'avoir une grande importance. Il faudra avoir le champ libre. Après les premiers essais, la préparation du moteur continue. Le moment des qualifications approche. Une séance de qualification représente une véritable répétition générale. Elle détermine exactement l'emplacement d'où partira chaque voiture au moment du départ de l'épreuve. La voiture la plus rapide aux qualifications partira en pole position, c'est-à-dire qu'elle aura la meilleure place sur la ligne de départ. La deuxième voiture aura la seconde place, etc. La position de départ peut intervenir en grande partie dans le résultat. Les centièmes de seconde sont vitaux. Ayrton Senna le sait, il est le roi des qualifications. La pression est forte au moment des qualifications, car on cherche ses limites et il faut les trouver, sinon on reste derrière. D'un autre côté, on ne doit pas aller trop loin, sinon c'est l'accident. Les équipes n'ont droit qu'à 2 jeux de pneus à gomme très molles, spécialement conçus pour les qualifications. Si vous les mettez au mauvais moment, vous perdez toutes vos chances pour le meilleur temps aux qualifications. Vous devez choisir quel est le meilleur moment, celui où vous avez le plus de chances d'effectuer un tour impeccablement. C'est ça le plus important. L'expérience rentre en jeu, mais je crois parfois plus à la chance. Durant les qualifications, les voitures sont poussées au bout de leurs limites. En un sens, cela serait beaucoup trop dangereux pendant la course. Dans le passé, on a accusé Ayrton Senna de prendre trop de risques lors des qualifications. Il faut beaucoup de détermination, beaucoup de force. Vous y allez tout simplement. Presque plus rien ne vous arrête. Vous êtes complètement engagé. Vous voyez peut-être des choses que d'autres pilotes qui n'ont pas le même niveau ne voient pas ou ne réalisent qu'au bout d'un certain temps. À ce point de sa carrière, Ayrton Senna a égalisé le record du nombre de pole positions. S'il est proclamé le plus rapide, il prendra sa place dans le livre des records. Depuis qu'il a obtenu le meilleur temps aux premiers essais, les médias le considèrent déjà comme victorieux. Le pilote le plus rapide après lui ne bénéficie pas des mêmes faveurs de la presse. Pourtant, en ce qui concerne cette course, ils ont peut-être écarté un peu prématurément Alain Prost. Pour l'instant, l'équipe Honda Marlboro McLaren a établi sa supériorité habituelle. Mais Ron Dennis n'est pas spécialement enthousiaste. Ce n'est pas aussi bon que prévu, même si nous terminons aux 2 premières places. Il est vraiment difficile d'obtenir un tour parfait. Et la température ambiante monte tellement vite que les niveaux d'adhérence changent durant le même essai. Nous aurions dû monter les pneus de qualification plus tôt. Nous avons fait une erreur, mais les autres équipes en ont fait de plus graves. Êtes-vous satisfait de votre temps aux qualifications? Il était assez bon pour être enregistré, mais il sera peut-être insuffisant pour dimanche. J'attends de voir ce qu'il se passera demain. Êtes-vous personnellement contente de votre performance? Bien sûr. Vous n'avez pas si souvent 1,5 seconde d'avance sur les autres. Je crois donc qu'elle est suffisamment bonne. Ron Dennis. C'est la course en elle-même qui nous intéresse. Pas seulement les questions de planning, spécialement pour cette course. Mais le planning reste très important, en particulier pour les courses qui se programment 2 ou 3 ans à l'avance. Il s'agit d'arriver à équilibrer le rythme des compétitions. Et gagner une course est le résultat d'une opération longue et compliquée. Une opération qui commence bien loin du bruit et de l'agitation des circuits.
Et c'est ici, dans les bureaux de McLaren International, à 50 km de Londres, qu'elle débute. Bienvenue au paradis des voitures de course. Un paradis peuplé de 1200 personnes hautement qualifiées et passionnées par la cause McLaren. Un paradis doté d'un équipement ultra sophistiqué où des sommes considérables sont brassées. Un paradis dont la raison d'être est de produire 2 voitures par an. Les visiteurs doivent traverser une allée de voitures prestigieuses qui représente l'évolution de la Formule 1 à travers des machines qui connurent toutes leur instant de gloire. Et les coupes, vases et autres statues sont là pour le rappeler, aux grandes dames de celui qui s'occupe du nettoyage. L'ambiance qui règne dans la salle des dessinateurs est à l'opposé de l'atmosphère d'un circuit. Le silence est nécessaire à Neil Oakley qui se débat depuis 1 an avec le problème de la réduction de poids des voitures. On se bat pour chaque gramme. Je dirais que 50 kilos de moins peuvent faire gagner 1 seconde par tour. Vous pouvez donc extrapoler, cela vous donnera l'idée de l'importance du gain de poids. Chaque petit gain est important. Tout le monde se bat avec acharnement contre le poids, mais personne n'en dit rien. Nous utilisons un moteur V10 qui est évidemment plus lourd de par sa conception que les V8 utilisés par la plupart des autres équipes. C'est donc plus difficile pour nous d'atteindre les 500 kg, la limite de poids. Nous y arriverons même s'il faut transpirer un peu. Les designers de McLaren travaillent dans une ambiance tout aussi feutrée que celle des dessinateurs. Et voici l'une des parties les plus confidentielles de toute l'opération. Et les équipes adverses aimeraient bien jeter un œil sur les dessins qui sont créés dans cette pièce. Bien sûr, ils peuvent regarder les voitures qui courent sur le circuit. Mais sur ces dessins n'apparaît pas que l'extérieur d'une pièce, mais aussi sa composition et l'analyse méthodique du comportement de ses composants. Pourtant, et malgré la haute technologie employée, les dessins ne semblent guère différents de ceux que d'autres ingénieurs effectuaient il y a plus de 100 ans. Mais comme toutes les autres équipes de Formule 1, McLaren utilise maintenant largement l'ordinateur. L'importance du dessin par ordinateur est telle que l'équipe des designers de McLaren suit régulièrement des cours d'utilisation des systèmes informatiques. Les traits seront identiques, mais il faut allonger les lignes. Il faut en même temps accentuer la courbure. Je peux t'interrompre? Oui. Bon, voici l'un des intérêts du travail par ordinateur. Voici une pièce qui fait partie du capot du moteur. Vous pouvez facilement remarquer qu'elle est trop près du moteur. Nous aurions dû nous en rendre compte beaucoup plus tôt, mais ce n'est pas grave. Il est facile de transformer la pièce entière. Nous pouvons effectuer quelques vérifications concernant le nouveau profil. Ensuite, nous pourrons transférer l'information de l'ordinateur aux machines de construction du moteur. Nous obtiendrons ainsi très rapidement un modèle dont la forme correspondra. Avant de passer au stade de la réalisation finale, une maquette en bois doit d'abord être faite. On se retrouve alors devant cette étonnante image d'hommes employant une technique ancestrale au beau milieu d'un endroit bourré de haute technologie. Un modèle en métal est coulé à partir de la maquette en bois. Il est coulé sur le tube, cette pièce qui compose l'élément de base de la Formule 1 sur laquelle le pilote s'assoit. Et cette pièce de base n'est pas en métal. Elle est composée de morceaux de fibres de carbone qui sont plaqués avec précaution sur un modèle en métal. Cette porte pèse près de 6 tonnes et elle renferme l'un des fours les plus sophistiqués du monde. À l'intérieur, la température monte jusqu'à 500 degrés, température à laquelle métal et fibres de carbone fusionnent. La structure qui en ressort est d'une extrême solidité, beaucoup plus résistante et souple que n'importe quel métal. Elle peut résister à un choc qui surviendrait à plus de 230 km/h. Elle est si solide que le moteur lui-même est boulonné sur elle, derrière le conducteur. La boîte de vitesse, que l'on voit ici séparée, est en fait fixée sur le moteur. Les roues et suspensions arrière sont à leur tour fixées à la boîte de vitesse. Des ordinateurs contrôlent les aspects les plus complexes de la fabrication. Les techniciens lisent les instructions et les programmes sur l'ordinateur qui assure le fonctionnement du tour de précision. Mais il est tout de même rassurant de constater que dans cet univers de technologie ultramoderne, il existe encore des procédés de fabrication où la main de l'homme est irremplaçable. Les vérifications sont méticuleuses, ici peut-être plus qu'ailleurs.
Bien que sortant de machines sophistiquées qui contiennent elles-mêmes bon nombre de vérifications, chaque pièce doit passer au contrôle de qualité qui va vérifier sa perfection. Pour cette ultime vérification, l'homme intervient d'une manière irremplaçable. Quand toutes les pièces sont assemblées, l'ensemble est à nouveau vérifié. Sur chaque Grand Prix où nous allons, nous avons un feuillet de vérification qui nous est donné par l'ingénieur responsable de chaque voiture. C'est ce que vous voyez là. Nous faisons ce qu'il est en train de faire sur cette voiture. Il vérifie si le train arrière correspond à ce qui est écrit sur le papier. Nous vérifions très précisément les dimensions de toutes les pièces de la voiture et nous regardons si elles correspondent à celles du feuillet, afin que tout soit impeccable au moment du départ. Mais s'occuper d'une équipe de Formule 1, ce n'est pas seulement dessiner et construire des voitures. C'est aussi envoyer toute une équipe avec voitures et matériel aux 4 coins du monde pour participer à une 60aine de courses par an. Cela représente approximativement 1300 réservations de chambres d'hôtel, 750 réservations de billets d'avion et l'envoi par bateau de dizaines de tonnes de matériel d'un continent à l'autre. Pour une course en Europe, nous utilisons des camions. Pour autre part, nous utilisons ces malles dans lesquelles nous avons tout mis en pièces détachées. Nous commençons l'année avec les malles. Puis nous avons 2 courses en Europe où nous partons en camion. Puis nous avons 3 courses avec les malles et ensuite 6 courses avec les camions. Après, c'est à nouveau le tour des malles pour 2 compétitions. Nous passons de l'un à l'autre tout le temps. On se lève tôt dans l'équipe. Dès 9 h du matin, le deuxième jour, alors qu'il reste 29 heures avant le départ de la course, les voitures sont chaudes et prêtes pour de nouveaux essais. L'équipe sait qu'elle va travailler jusqu'à la tombée de la nuit. Normalement, nous changeons la boîte de vitesse, le moteur et les freins. Nous devrions en avoir jusqu'à 10 heures ce soir, approximativement. Si nous abîmons quelque chose, évidemment, le nombre d'heures risque de grimper. Mais je suis optimiste, nous finissons rarement très tard. Et son optimisme allait être soumis à rude épreuve. La journée s'annonçait pourtant routinière. Mais l'imprévisible fait partie de toutes les courses comme il fait partie de la vie. Il n'y a qu'une trajectoire vraiment correcte dans chaque virage et celle-ci est utilisée par la quasi-totalité des pilotes. Petit à petit, tous ces gravillons sont projetés hors de cette ligne de trajectoire et s'entassent sur les bords de la piste. Ces gravillons rentrent dans la gomme des pneus. Les pilotes les appellent des billes. Mais sur des billes, les pneus n'accrochent pas. Pour la moitié de l'équipe McLaren, ce jour n'eut rien de routinier. Dans une de ces rues poussiéreuses de Phoenix, Alain Prost fit une erreur, endommageant une roue et la boîte de vitesse de sa voiture après avoir effectué un tonneau. Il fut très net sur ce qu'il pensait du circuit. Je n'aime pas beaucoup ce genre de circuit. Ce n'est pas très intéressant pour moi. Je préfère nettement les surfaces naturelles. Mais il faut bien obtenir des points. Prost est un pilote trop expérimenté pour se laisser abattre par une seule erreur. Je crois que les pilotes de Grand Prix sont des gens très complexes. Ces pilotes conduisent toujours à 100% de leurs possibilités. En même temps, ils écoutent leur moteur, ils surveillent les réactions des instruments de bord. Et ils essayent de dépasser celui qui est devant ou de distancer celui qui est derrière. Ou d'une manière plus élaborée, ils essayent de penser à une stratégie pour l'ensemble de la course. Il peut s'agir du carburant ou de l'usure des pneus. Mais tout cela peut être fait avant le Grand Prix. Tandis que l'équipe discute de l'état de la voiture endommagée, on prépare une deuxième voiture. Pendant ce temps, Senna roule tout seul. À chaque fois que je me retrouve dans ma voiture, c'est un nouveau défi. C'est cela qui me motive pour rouler vite et pour consacrer la majeure partie de mon temps à cette profession. Et aussi à m'entraîner intensivement. Le défi, c'est simplement d'aller aussi vite que je peux. Et aussi d'être toujours en tête et de gagner autant de courses que je peux. Il ne reste plus que 24 heures avant le départ de la course.
et la seconde séance de qualification représente la possibilité pour toutes les équipes d'améliorer leur position. Pour l'équipe Honda Marlboro McLaren, la séance se déroula sans incident. Senna, qui note la position de tous les concurrents, n'a pas amélioré son temps. Mais, après tout, Prost et lui occupent toujours les 2 premières places. La principale préoccupation de l'équipe reste l'état de la voiture accidentée par Alain Prost. Ça demande un travail qui prendrait 4 ou 5 jours en usine et encore, si c'est réparable. Et ça signifie que vous allez travailler tard ce soir? Oui, il va falloir travailler toute la nuit pour essayer de réparer le châssis et essayer de le remonter aussi. Dans la nuit qui précède la course, les rues de la ville de Phoenix sont désertes. Mais dans les garages qui bordent le circuit, c'est l'effervescence. La vie d'un mécanicien de course est rude. Tous ces hommes étaient à Mexico la semaine dernière et ils seront au Canada la semaine prochaine. Ils subissent des températures différentes, des langages différents, des décalages horaires importants. Mais l'ambiance d'un garage, elle, est la même partout. Ces mécaniciens gagnent plus ou moins 200 000 francs par an. On attend d'eux qu'ils travaillent jour et nuit, si besoin est, pour que les voitures soient prêtes à temps sur la ligne de départ. Il n'est pas question pour eux de faire la moindre erreur. Ils ne préparent pas des raquettes de tennis. Une seule erreur peut coûter la vie à quelqu'un. Nous travaillerons jusqu'à avoir fini. Je pense que la mise en place se fera vers les 9h30. Il faut que nous soyons prêts à ce moment-là. Les courses ne sont pas seulement gagnées sur le circuit. Elles le sont encore moins à l'usine. Voici des essais effectués sur le circuit de Paul Ricard. Ce circuit français représente beaucoup pour tous les passionnés de course automobile. Ici, les équipes effectuent plus d'essais que partout ailleurs. J'ai beaucoup plus de travail qu'il y a 10 ans lorsque je commençais la Formule 1. Je crois que nous avions 12 ou 13 courses dans l'année. Et je faisais des essais 3 ou 4 fois par an. C'était un boulot facile. Maintenant, nous faisons des essais presque toutes les semaines. Et nous participons à 16 courses. Nous sommes très pris. Aucune équipe ne peut continuer à gagner si elle n'évolue pas. Aussi, malgré la légendaire efficacité de la boîte de vitesse McLaren, l'équipe veut essayer une nouvelle boîte de vitesse. Mais les pilotes n'ont pas l'air enchantés. J'aime effectuer des essais. C'est la partie du travail où vous apprenez le plus sur votre voiture. Vous pouvez tester différentes choses. Vous n'avez pas le temps de faire ces essais lors d'un week-end de course. Il faudrait que tout le monde comprenne que le sort d'une course est connu bien avant le week-end, lors de ces essais. En Formule 1, les boîtes de vitesse ont 6 rapports. Les pilotes effectuent à peu près 2000 changements de vitesse lors d'une course. Naturellement, douceur et précision des changements de rapport sont vitaux pour eux. Vous rencontrez des difficultés avec lui. Oui, mais elles vont disparaître d'après lui. C'est doux, mais le mouvement est trop long. Oui, mais c'est la modification qu'Alain a suggérée. Nous avons changé le câble pour avoir plus de puissance de levier. Et maintenant, il y a un meilleur équilibre entre ces deux mouvements. Le mouvement a trop d'amplitude. Maintenant, il est plus grand qu'avec l'autre boîte de vitesse. Oui, beaucoup plus. Mais le problème, c'est que parfois on n'accroche pas la bonne vitesse et ça provoque une friction. Et finalement, l'ancienne boîte n'était pas si dure. C'est pire que ça. Cette nouvelle boîte, bien pire. Vous comprenez? Avant, ça allait beaucoup mieux. On ne pourrait pas trouver un compromis? Les discussions sont parfois longues et fatigantes, mais elles sont obligatoires pour arriver aux bonnes modifications. Des ennuis avec cette boîte de vitesse pourraient enlever aux deux pilotes leur chance de gagner des grands prix. Lorsque la voiture est prête pour la course, que tous les réglages ont été parfaitement réalisés, de nouveaux essais ont lieu. L'un des buts de ces essais est de vérifier le comportement des moteurs par haute chaleur, car la prochaine se déroulera en Arizona.
Le montage des voitures est si précis et la connaissance qu'ont les pilotes de leur machine est telle qu'on attend d'un simple coup d'œil d'Alain Prost un jugement sur la hauteur du châssis de la voiture. Les rectifications éventuelles se jouent au millimètre. Je crois que nous avons beaucoup de chance. Nous avons les meilleurs pilotes. Ayrton, did you try last wing or not? Ils ont tous les deux une connaissance très fine de leur voiture. Et je pense qu'ils peuvent tous les deux conduire très vite sans faire beaucoup d'efforts. C'est important lors des essais d'être capable d'analyser à tout moment les réactions de la voiture. Car après, vous pouvez aller directement au stand et dire exactement ce qui se passe aux ingénieurs. Si les dernières modifications sont bonnes ou non. Je crois aussi que si vous connaissez bien le pilote, vous l'incitez vraiment à réussir une bonne course. Mais il est souvent trop pris par son pilotage pour analyser les réactions de sa voiture. Nous avons un réel avantage sur les autres équipes. Durant les essais, les pilotes ne ressentent évidemment aucune pression. Ils en profitent pour mûrir leurs idées. On a tout notre temps pour faire un tas de choses importantes. Et on peut réfléchir davantage, penser méthodiquement et apprendre. J'aime toujours apprendre un peu plus. It's not a normal tire vibration, you know. It's a kind of thing going like that. Not going over. On peut voir jusqu'à quel point les Anglais dominent dans le domaine du design et de la construction des Formule 1 en regardant les plaques minéralogiques des camions appartenant aux autres équipes. Pour le moteur, c'est différent. Au cœur du succès de l'équipe McLaren, ce monstre de mécanique est conçu et réalisé de l'autre côté de la planète, au Japon. Le monde de la course automobile est représentatif de l'évolution de la percée japonaise dans nombre de secteurs. Dans le cas de Marlboro McLaren, Honda a représenté un apport financier substantiel ainsi que l'arrivée d'une équipe de techniciens nombreux et efficaces. Le succès qui a suivi a été spectaculaire. Le moteur Honda V10 a prouvé sa suprématie. Notre but est de fabriquer une nouvelle voiture. Et pour cela, le plus important, ce sont les jeunes ingénieurs pleins de volonté. Et comment pouvons-nous les éduquer? En les imprégnant de l'esprit de la firme Honda, de la philosophie Honda. Et la course est l'une des meilleures méthodes. Le jeune ingénieur dynamique est motivé par le travail qui doit être fait dans le milieu de la compétition automobile. Il l'aborde avec enthousiasme. Et à travers cet enthousiasme, il a la ténacité nécessaire. Ce n'est pas facile de gagner. Mais c'est en vivant des expériences sévères que ces jeunes apprendront le plus, et à tous les niveaux, culture, technologie, esprit. Lorsqu'ils auront terminé leur stage en compétition, ils passeront à la production. De cette manière, l'esprit passe du produit au client et généralement, la vente de la voiture est un succès commercial. Je pense que dans ce secteur très spécialisé, nous sommes des partenaires égaux. Ils ont de grandes ressources et un engagement important, ce qui concerne leur participation, c'est-à-dire la fabrication de moteurs de course. De notre côté, nous avons, je l'espère, une connaissance technique considérable et probablement aussi les plus grandes ressources dans notre parti, qui concernent tout ce qui touche la fabrication des châssis. De cette manière, le partenariat est, bien que curieusement, équilibré.
Il va sans dire que le plus grand challenge vient de la différence culturelle. Il faut comprendre comment marchent leurs entreprises. Comprendre aussi quel est le schéma de pensée d'un Japonais, schéma qui est très différent de celui de quelqu'un de l'Ouest. Ce n'est pas seulement une différence de langage, c'est une différence de mentalité, et le défi est enthousiasmant. Car pour être franc, je crois que j'ai beaucoup appris. J'espère que les compagnies aussi apprendront beaucoup. C'était un peu difficile l'année dernière quand j'ai commencé à travailler avec eux. C'était assez difficile de comprendre leur mentalité, de saisir leur manière d'aborder la compétition. Ils ne viennent jamais à vous. Ils ne demandent rien. Ils ne cherchent pas à savoir ce que vous pensez. Il faut aller vers eux. Et ce n'était pas ma manière habituelle de travailler. Les gens venaient simplement vers moi et puis nous discutions. Nous échangions beaucoup de mots. Avec les Japonais, c'était très silencieux, ils ne parlaient pas beaucoup. Vous devez être là et maintenir la pression sans arrêt. C'était très inhabituel pour moi. La première grande innovation japonaise en Formule 1 fut la généralisation des contrôles électroniques continus à partir de la voiture. Pendant que la machine roule sur le circuit, les informations venant du système électronique qui gère la voiture sont relayées par télémétrie jusqu'au stand où elles sont retransmises par l'imprimante d'un ordinateur. Savoir compter sur les autres, c'est encore une obligation pour le pilote de course. Il ne peut même pas boucler son propre harnais de sécurité. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, il doit compter totalement sur ses mécaniciens. Je crois qu'il est très difficile d'être ami avec tous les mécaniciens. Mais c'est encore plus difficile de le devenir avec un ou deux d'entre eux. Mais je dois dire que j'ai une relation fantastique avec mes mécaniciens, parce que je crois que nous nous comprenons. Et c'est le plus important. Nous n'avons pas besoin de nous dire salut, de nous serrer la main tous les matins et tous les soirs en partant. C'est un sentiment que nous partageons. Nous sommes tous collègues, ou amis, pas si vous voulez. Mais nous n'avons hélas pas le temps de nous retrouver pour dîner. Enfin, pas souvent, quelques fois seulement. C'est difficile d'avoir 50 ou 80 mécaniciens dans votre équipe et de les connaître tous très bien. C'est toujours important de comprendre les gens. Si vous êtes capable d'établir une bonne compréhension mutuelle, vous pouvez mieux évaluer les situations. Vous pouvez davantage y faire face. Surtout pendant les moments de stress, les moments de tension qui existent quand on se prépare à courir. Naturellement, la relation qui existe entre les pilotes et Ron Dennis est très forte. Il est très ambitieux et j'aime ça. Il travaille énormément pour l'équipe et pour son succès. Il est très intelligent. Je dis cela parce que je crois en tout ce qu'il fait. Je suis probablement l'un de ses plus grands fans. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais je le respecte profondément. Nous travaillons ensemble depuis 1984. C'est une relation de longue durée qui se crée entre un pilote et le responsable d'une équipe. Mais Ron est devenu plutôt un ami qu'un responsable d'équipe pour moi. Mais nous pouvons séparer facilement les deux. Il arrive que nous ayons des disputes, des bagarres. J'aime son caractère. Il sait parfaitement distinguer la plaisanterie et le travail. Il travaille énormément en tant que chef d'équipe. Il est de loin le meilleur, parce qu'il travaille dur, qu'il essaye toujours d'améliorer les choses dans l'équipe. Il pense d'abord à son équipe, ensuite à lui. Il est fantastique en tant que personne. Il est très différent de ce que beaucoup de gens croient. Il est très amusant. Il a un grand sens de l'humour. Et tout le monde pense qu'il est froid alors qu'il est très gentil. La relation est très complexe, les personnalités sont très mélangées.
Mon rôle est de maintenir un équilibre, une harmonie dans une situation qui est électrique, parce que l'objectif de tous est le même. Le portrait que font les médias lorsqu'ils parlent des coureurs est beaucoup trop simpliste. Quant au fait de diriger le pilote, qui est un défi en lui-même, il n'a rien à voir avec l'image paternaliste de quelqu'un disant « fais ceci, fais cela ». Il s'agit beaucoup plus d'un médiateur prudent qui essaye tout le temps de montrer l'autre côté de la pièce. Ce dimanche allait devenir très particulier dans l'histoire de la ville de Phoenix. Un Grand Prix de Formule 1 représente bien plus qu'une simple performance sportive. C'est une véritable armée de ventes ambulantes qui s'installe autour de lui et quand le cirque envahit la ville, celle-ci se prépare. La ville de Phoenix détient depuis 7 ans un contrat pour que ce Grand Prix se déroule chez elle. La brochure officielle de la ville prévoit le passage de 3 millions de personnes venues du monde entier. Pour cette période de 3 jours, la retransmission télévisée qui est prévue devrait ajouter 200 millions de spectateurs de tout pays à ces 3 millions de personnes qui vont avoir la chance de vivre totalement l'événement. Avec plus de 100 000 personnes prévues dans l'enceinte même de la ville, celle-ci peut espérer en retirer un gain d'à peu près 15 millions de dollars. En raison de ce Grand Prix, Phoenix est maintenant notée sur les cartes en tant que ville internationale et ses liaisons aériennes en font une destination possible pour les voyageurs du monde entier. Je n'aime pas parler affaires lors d'une rencontre qui a lieu dans la zone des stands. Mais c'est tout de même un endroit privilégié pour rencontrer des directeurs importants. Parce qu'autre part, dès qu'ils se retrouvent dans leur environnement naturel, ils ont d'autres choses en tête. C'est un bon endroit pour propager des idées. Les pilotes sont maintenant dans leur phase de concentration. J'ai l'habitude de dormir plus. Je dors entre 6 et 8 heures pendant un week-end de course. Quand je ne cours pas, j'aime bien dormir de 10 à 12 heures. J'ai besoin de beaucoup de sommeil. Pendant mes premières années de compétition, c'était un gros problème pour moi. J'avais du mal à dormir pendant 1 ou 2 nuits avant la course. Mais maintenant, ce n'est plus un problème. Le pire est après. Le moment du départ ne peut être retardé tout le temps. Les voitures se promènent sur le circuit pendant un tour pour chauffer leurs pneus. Pendant ce temps, une véritable légion de mécaniciens retourne vers les stands, d'où ils ne verront rien de la course. L'important, c'est d'avoir l'esprit clair ce jour-là. C'est d'être complètement net dans ses pensées. Ainsi, vous êtes à même de diriger toute votre pensée sur ce que vous faites. Conduire quand la course commence, c'est quelque chose de naturel pour moi.
La tactique, elle dépend de votre position sur la ligne de départ, puis de votre placement après le départ. Le plus dur est de garder une vue d'ensemble, de tout rassembler. La course n'est pas que du pilotage. En 5 ans, je n'ai pas seulement développé mes capacités de pilotage, j'ai développé mon mental. D'après ce que je vois, j'ai appris que je peux donner beaucoup plus et apprendre beaucoup plus en allant dans différentes directions, particulièrement au niveau psychologique. Mais la meilleure des préparations psychologiques est impuissante face à la panne mécanique. Bien qu'ayant si bien marché lors des qualifications ainsi qu'au début de la course, le moteur de Senna cafouille à cause d'un problème électrique au 36e tour. Senna s'arrête définitivement au 46e. Prost, pendant ce temps, bien que négligé par les médias durant ces 3 derniers jours, augmente graduellement son avance sur les autres concurrents. Et finalement, Alain Prost boucle le tour final nettement en tête. Il aura gagné cette course éprouvante, autant physiquement que mentalement. Pour moi, c'est surtout une épreuve mentale. Physiquement, je n'ai jamais eu de gros problèmes. Je suis en très bonne forme. Mentalement, c'est autre chose. C'est un circuit difficile où il est dur de se concentrer. Et maintenant, on ne s'intéresse plus à Ayrton Senna. Tous les médias se sont focalisés sur le vainqueur de l'épreuve, Alain Prost. Que pensez-vous du déroulement de cette course? Elle s'est passée à moitié bien par rapport à ce que l'on pouvait supposer. Nous avons gagné la course. Savoir quel pilote a gagné n'est pas vraiment la question. Et je présume que nous aurons d'autres victoires. Les efforts titanesques de l'équipe Honda Marlboro McLaren ont été une fois de plus récompensés. Thank you very much for coming. Thank you. Hopefully see you soon. Si vous essayez de comptabiliser les grands prix et que vous regardez le temps libre qu'il vous reste, il n'y en a presque plus. Et ce n'est pas de cette manière que je vois les choses. J'amène ma famille avec moi sur les grands prix autant que possible. Alain Prost ajoute une nouvelle victoire à son palmarès. Il renforce ainsi une position imprenable qui fait de lui le plus grand vainqueur des Grands Prix de Formule 1 de toute l'histoire de ce type de compétition automobile. Je ne perds pas mon temps à réfléchir sur ce qui s'est passé, si c'était réussi. Je regarde devant moi et je pense au prochain challenge. J'ai remporté 15-16 courses. Parmi ces victoires, certaines sont très belles. Mais je pense tout le temps que ma plus belle victoire est à venir. C'est ça qui me fait continuer. C'est le sentiment que le meilleur n'est pas encore passé. Si je dois m'arrêter, je jouerai peut-être au golf parce que j'adore y jouer. Mais je ne sais pas si je ne pourrai jamais m'arrêter et dire « Allez, ok, maintenant j'arrête les courses de voiture et je vais jouer au golf ». Ce serait idiot. Je sais que nous avons tous ce genre de problème. Et quand vous êtes couronné de succès, que vous menez une vie fantastique, je crois que si vous devez arrêter et changer, c'est sûrement très dur pendant les premiers mois. Scoring his 36th Grand Prix win in his career, being presented with the trophy. And the winner's trophy,